Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Vincent Roux. Bonne année. Bonne année. Alors puisqu'on en est au vœu, je voudrais vous faire écouter ceux très originaux, ceux en tous les cas que j'ai trouvé très originaux, c'est ceux du maire LR d'Orléans, Serge Grouard. Mes chers amis, en ce début janvier, il serait de bon ton de vous souhaiter une bonne année 2024, et je vous la souhaite bien sûr. Mais je n'y crois pas. 2024 va être pire que 2023, qui a été pire que 2022, et ainsi de suite. Et voici pourquoi, selon le maire d'Orléans, cette année 2024 devrait être pire que les précédentes. 1. Climat. Indépendance énergétique et environnement, ils sont déréglés et bousillés. 2. L'immigration, elle est massive et incontrôlée. 3. La délinquance, elle est explosive. 4. Nos valeurs, elles sont bafouées. 5. La santé et l'hôpital, ils vont à volo. 6. La désindustrialisation et le déclin agricole, ils sont massifs. 7. L'école de la République, elle est menacée. 8. La dette publique, elle est abyssale. 9. L'État, il est paralysant et paralysé. 10. L'influence de la France, elle est en recul partout dans le monde, qui lui-même est de plus en plus menaçant. Alors Dominique Régnier, est-ce que vous partagez le constat pessimiste du maire d'Orléans ? Sous les allures de blague, il y a quand même beaucoup de vérités qui sont dites par ce maire. Et d'une certaine manière, là aussi, indépendamment de la forme choisie, qui est disruptive, un peu dans l'air du temps aussi, où on fait beaucoup de politique à partir de happening, malgré tout, je pense que c'est symptomatique d'un changement de décor pour les années qui viennent, celle-ci bien sûr déjà, c'est-à-dire que nous entrons dans une sorte d'expérience de ce que nous redoutons depuis des années. On va être aux prises avec des difficultés que l'on voit venir, qui ont grandi, qui n'ont pas été corrigées, contre lesquelles ça fait des années à mon avis, on ne s'est pas dressé, et donc à un moment donné il y a des ruptures. Je crois que c'est ça que ça représente. En fait, ça me paraissait très sérieux malgré tout, c'est un signal très sérieux. Oui. Est-ce que, quelles sont les perspectives pour vous qui êtes quand même un observateur affûté de la vie politique française et internationale, de la vie sociale française, vous l'étudiez en profondeur à la Faudapol, quelles sont les perspectives, selon vous, pour à la fois en France et au plan international pour cette année ? Moi, j'ai le sentiment que depuis une vingtaine d'années, le monde démocratique n'a pas pris la mesure des menaces qui pesaient sur lui, s'est fait un peu balader, pour parler de manière familière, par des États despotiques qui ont bien identifié notre faiblesse structurelle. Quelle faiblesse structurelle, c'est nous sommes divisés, nous ne sommes pas sérieux, en fait, nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas préoccupés de la formation de nos élites, de la reproduction de nos élites. Elles sont attaquées de toutes les façons, de toutes parts, aux États-Unis comme ici. Ça peut être le wokisme qui a déjà été cité, ça peut être le fentanyl aussi, ça peut être les débats identitaires, l'effondrement ici ou là du niveau de compétences des nouvelles générations. Vous faites allusion notamment à cette étude que vient de publier la politologue Chloé Morin, qui montre l'étendue de l'inculture des nouvelles générations sur l'histoire notamment. Oui, bien sûr, oui. Je n'ai pas encore lu son travail, mais c'est une réalité que nous connaissons, en particulier lorsque nous sommes enseignants, ce qui est mon cas. Vous vous rendez compte, vous êtes professeur donc, à Sciences Po, qui est une école qui est justement une des fabriques de l'élite française, de la chute et de la baisse du niveau d'histoire des étudiants. Moi, ça on le voit, mais ce que je vois le plus, et depuis des années, et je me suis efforcé à mon modeste niveau et de ma place d'alerter, mais en vain, c'est les effets absolument dévastateurs des écrans et des applications, des réseaux sociaux, applications téléphoniques, réseaux sociaux, sur la capacité des jeunes esprits, à rester concentrés, attentifs, à être capable, par exemple, de lire un livre. La lecture d'un livre, je ne parle pas d'un livre que l'on feuillette, la lecture d'un livre est d'ores et déjà, de mon point de vue,
une capacité radicalement discriminante au sein de nos nouvelles générations. Et on a fait beaucoup de débats, on a pris peut-être aussi beaucoup de décisions, et sans doute de bonnes décisions, sur l'égalité à l'école. Elle est en train de disparaître, une inégalité radicale revient, parce qu'il n'y a pas une défense de la lecture, de la concentration, de l'effort pour sortir. Et en quoi ça veut dire que l'inégalité revient ? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir cette lecture, parce qu'ils n'ont pas ça dans notre famille. Il y a une inégalité au sens du capital culturel cher à Bourdieu. Simplement, c'est plus sophistiqué au sens où cette difficulté qu'ont les familles à s'assurer que leurs enfants soient capables de lire un livre, hein, et pas 3 pages ou feuilleter un magazine, ça, c'est lié aussi à des styles de vie, à des familles recomposées, à des mères dépassées par le travail et la charge familiale, à des problèmes de distance entre le travail ou l'école et le logement, à la concurrence, encore une fois, des réseaux sociaux, qui est, à mon avis, c'est merveilleux les réseaux sociaux, mais je pense que c'est incompatible avec la démocratie telle que nous devrions la vivre. À ce point-là. Je pense que c'est incompatible. Enfin, c'est assez bizarre de le dire comme ça, de manière un peu à l'arrache, mais autant il faut un espace public de communication où nous pouvons tous nous informer et si possible entrer en interaction les uns avec les autres, autant ça requiert la construction d'un raisonnement, d'un savoir, une modération, etc. Est-ce que, paradoxalement, ces réseaux sociaux n'ont pas été justement le moyen d'expression pour toute une partie de la population ou de certaines opinions qui n'ont pas été jusqu'à présent, ou qui n'avaient plus le droit de citer dans les médias mainstream ou dans les médias traditionnels? Bien sûr, c'est l'aspect positif, ça, c'est très positif. Mais il n'y a pas de liberté utile ou féconde si elle prend la forme du chaos et de la violence. Si c'est pour se jeter à la figure toutes les insultes qui viennent à l'esprit, ou si on ne voit que... C'est quand même très, très, très impressionnant comme type d'interaction. Hein. Soit vous êtes adoré pour ce que vous dites parce qu'on s'y reconnaît pleinement, soit vous êtes détesté, voire menacé. Donc ça, c'est un échec pour le moment. On n'a pas régulé. Et je rappelle que la régulation des réseaux sociaux, donc de notre espace public, échappe entièrement, encore à ce jour, malgré les efforts de Thierry Breton et de l'Union européenne, à nos élus, et que pour la première fois dans l'histoire très courte de la démocratie que nous connaissons, c'est-à-dire en gros depuis la fin du XIXe siècle, pour la première fois, le législateur qui fait vivre la démocratie par les lois qui l'encadrent n'a pas la main sur l'espace public médiatique. C'est la première fois. Et c'est un espace public qui est devenu transnational, américain, privé, et qui dépend beaucoup de règlements d'entreprise. Il n'y a même plus la loi. Donc ça, c'est impossible. Je ne sais pas qui pourrait et comment on pourrait m'expliquer que ce n'est pas un problème et que ça va s'arranger, que ça rentrera en harmonie avec ce que requiert une démocratie pluraliste, informée et de débat. Mais ça veut dire quoi, Dominique Régnier ? Il faut faire des lois à via ? Non, mais ça veut dire que si nous n'avons pas... Alors, on l'a esquissé, je vois bien, avec les 2 grandes, particuliers, une décision européenne, mais dont on va voir l'application, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans la censure. Mais s'il n'y a pas un pouvoir public capable de circonscrire un territoire qui est le sien et de réguler à l'intérieur de ce territoire les échanges, la définition de la liberté, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, et dans quelles conditions on peut s'exprimer anonymement ou pas, la responsabilité. S'il n'y a pas c'est un problème de responsabilité. S'il n'y a pas de responsabilité, dans le droit d'opinion, la liberté d'opinion, elle a toujours été associée à la responsabilité de celui qui parle. Si je peux dire ce que je veux en étant débarrassé, émancipé de toute responsabilité, nous sommes sûrs que ça sera n'importe quoi. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure. Nous sommes trop faibles face à un certain nombre de régimes despotiques. Vous dites 2 choses. Nous sommes divisés, nous ne sommes pas sérieux. Est-ce que ce sont 2 choses équivalentes ? Est-ce que, je repose ma question différemment, est-ce que la division n'est pas consubstantielle à la démocratie ?
La division, le pluralisme, l'existence d'une pluralité de points de vue, d'opposition, de désaccord, ça c'est la démocratie. La division, au sens où elle fait apparaître au sein de la même communauté politique des séparatismes, des séparations qui font qu'en réalité... L'archipélisation. Oui, on vit ensemble. Je ne sais pas si c'est l'archipélisation, parce que j'apprécie le travail de Jérôme Fourquet sur cet aspect-là. Mais je veux dire par là, il y a des systèmes d'idées, quelques-uns, qui doivent pouvoir se retrouver à un moment donné dans un espace commun. On a connu le pluralisme parlementaire. Pour prendre un exemple simple, le Parlement, l'Assemblée nationale. On a connu une Assemblée nationale avec des idées différentes. Il y avait cependant des échanges. Il y avait cependant des votes qui pouvaient même aller jusqu'à l'unanimité. Ce n'est pas l'idéal, l'unanimité, mais enfin, ça pouvait se faire, c'est un test. Aujourd'hui, vous le voyez, on a fait l'expérience d'une très belle Assemblée nationale, très représentative du pays, celle que nous avons aujourd'hui, dans sa diversité, avec une majorité relative, ce qui est une très bonne occasion de faire du parlementarisme, et le résultat, il est quand même particulièrement décevant. Donc, nous ne savons pas, en réalité, quoi faire de nos désaccords, nous ne savons pas en faire des compromis, et donc, tout se passe comme si nous attendions la grande confrontation, où on va régler les comptes. Est-ce que, au regard de ces crises que vous avez décrites et qu'évoquait tout à l'heure cet élu, un remaniement, au regard de ces enjeux, est une nécessité absolue? Alors, le remaniement peut avoir une nécessité politique au sens premier, simple, non péjoratif du terme, parce que le président éprouve le besoin, à la sortie de ce débat sur l'immigration, et puis d'autres raisons, j'imagine, d'impulser un autre rythme. Je trouve que ça dure là depuis longtemps et que ça risque de donner le sentiment qu'il y a une grande promesse qui va être tenue. Et je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de bon gouvernement en soi, ni de mauvais. Il y a une bonne stratégie, il y a une bonne politique, il y a une vision qui va conduire tous ceux qui ont la charge d'un poste gouvernemental à aller dans une direction qui répondra aux attentes de la plupart des Français. Donc ça dépend vers où on va. Est-ce qu'on a les moyens de faire quelque chose ? Si ce sont des ministres, par exemple, sans direction claire et convergente, sans ressources, sans grands projets législatifs qui seraient capables de réformer dans la bonne direction, je ne sais pas à quoi ça sert. Et on a vu à quel point il était difficile de produire des majorités. Dans l'actualité aussi, Dominique Régnier, il y a une polémique qui monte autour de la sortie du rapport de la Cour des comptes sur l'immigration. J'allais dire contenu et contenant. Je m'intéresse d'abord au contenant. Il devait être publié le 13 décembre dernier, entre la motion de rejet et la nouvelle version de la loi sur l'immigration. Et il n'a été publié que le jeudi 4 janvier dernier. Et voici l'explication qu'a fournie Pierre Moscovici. C'est une décision que j'ai prise personnellement, et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports, elle le publie quand elle le veut. Nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Il se trouve que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là, et 3 jours avant la commission mixte paritaire, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Certains, je ne vais pas les caractériser, plus à droite ou à l'extrême droite, auraient dit « Ah là là, quel scandale, rien ne marche, il faut être beaucoup plus dur ». Est-ce que la décision de Pierre Moscovici, c'est la question qu'on pose sur le site du Figaro en début de semaine, est-ce que cette décision vous a choqué ? Je pense que c'est une erreur. Je note au passage que on ne peut pas sans cesse qualifier de droite ou d'extrême droite toute personne qui s'étonne d'un dysfonctionnement assez grave dans notre démocratie. Ça, c'est quand même très étonnant. Je pense que c'est une erreur parce que nous sommes tous capables, puisque le droit nous est accordé, de débattre, de voter, on a un permis de conduire, enfin on peut faire plein de choses qui engagent beaucoup de responsabilités. On doit être capable, malgré tout, d'avoir ces informations au moment où il le faut, et de la part d'institutions qui sont faites pour ça. Et là, je pense qu'il y a une sorte de confusion entre l'indépendance d'une institution,
et l'autonomie de ceux qui en ont la charge. Indépendant, ça veut dire qu'on ne cède pas aux pressions, qu'on fait son travail, mais ça ne veut pas dire que l'on peut, comme il a été fait là, je crois que c'est une erreur, se tenir à distance d'un débat pour ne pas l'influencer, car en quelque sorte, ce débat a eu lieu sans les informations qu'il fallait. Et ce que je regrette beaucoup, et là les conséquences, à mon avis, vont se faire sentir pendant quelque temps, c'est que c'est sur le mauvais sujet, la mauvaise erreur, et qui va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que sur l'immigration, la réalité, c'est que nous ne savons pas très bien ce qui nous arrive, aussi incroyable que cela puisse paraître, puisqu'on ne peut pas dire en France à nos concitoyens qu'il y a 400 000 irréguliers, ou 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 ou 900 000. L'État ne le sait pas. Et la Cour des comptes ne le sait pas non plus. C'est ce qu'elle révèle dans son rapport. C'est inouï, ça. C'est quand même inouï. Puisqu'on sait plein de choses. On peut être contrôlé pour 250 € ou je ne sais pas quoi. C'est inouï. Et donc, cette espèce... Et c'est une illustration du reste. On ne sait pas combien coûtent les visas pour soins. Je n'ai pas réussi, moi, à trouver l'information. Il y a quand même 30 000 personnes en France qui sont sous ce régime-là, etc., etc. Donc, il est normal que les Français et leurs parlementaires, qui devraient être plus incisifs là-dessus, exigent, parce que eux, ça leur est dû, exigent toutes les informations, et chaque année, sur la situation en France, notamment en ce qui concerne l'immigration et l'intégration, et il est normal que les Français l'attendent, en particulier pour débattre. C'est facile de dire ensuite aux Français qu'ils sont suspicieux, qu'ils ont des préjugés, si on ne les alimente pas en informations. Là, pas de chance. Les informations vont exactement dans le sens que supposent les Français. On nous cache les vérités, et ces vérités, on les pressent, elles ne sont pas bonnes. Voyez ? Donc c'est une façon, je trouve, de valider ce que pensent les Français en bricolant ce que moi j'appelle la statistique du pauvre, c'est-à-dire j'ai pas de chiffres, alors il me fait une opinion avec mon sentiment. Eh bien je suis pas très loin là, du coup. Emmanuel Macron, ce sera ma dernière question, Dominique, a posé le débat dans ses vœux entre les souverainistes et les Européens. Le passé contre l'avenir, les populistes contre les gens raisonnables. Est-ce que vous souscrivez à ce point de vue ? C'est un peu la même carte que 2019. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que les anciens contre les modernes, pour aller vite, il y a déjà quelques années que dans les élections nationales, on a pu avoir le sentiment que ce que promettaient les modernes n'arrivait pas. Et donc cette maïeutique, je pense qu'elle est fatiguée, pour ne pas dire éreintée. Et elle n'est pas très positive, elle n'est pas très constructive. Il y a une chance, je le crois moi, inouïe avec l'Europe dans un monde aussi dangereux pour nous. Il faut plutôt promettre une Europe puissance. Il faut plutôt promettre une Europe qui autorise la liberté des peuples qui composent l'Union, plutôt que cette espèce de régulation généralisée et disciplinaire à laquelle on peut assister parfois. C'est plutôt cela qu'il faudrait proposer, contre une Europe, je dirais, trop bureaucratique pour aller vite, pour une Europe plus ambitieuse sur le plan de la recherche, sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité, sur le plan des frontières, par exemple. Les Européens n'arrivent pas à se faire entendre, donc on va les entendre électoralement en juin prochain. J'ai eu l'occasion de m'exprimer longuement là-dessus dans les pages du Figaro. C'est une demande généralisée à laquelle on ne répond pas. C'est ça qu'il faut faire. Ça n'est pas opposer des idéaux que l'on va qualifier pour les uns de négatifs, pour les autres de positifs. Les électeurs ne se prendront jamais dans ce jeu-là. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Vos tribunes, bien évidemment, sont à retrouver sur le Figaro. Et puis, on n'a pas attendu, effectivement, le vote de la loi pour avoir un certain nombre d'études sérieuses sur l'immigration. Elles se retrouvent sur le site de la Fondapol, et notamment dans les différents pays qui composent l'Union européenne. C'est des études qui sont absolument passionnantes. Je recommande également la note qu'avait écrite l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, puisqu'il est venu la commenter ici, en plateau, lors d'un club spécial qui avait été fait, notamment avec la Fondapol. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Et donc, parmi les bonnes résolutions 2024, vous n'oubliez pas la lecture des notes de la Fondapol. Elles sont accessibles